Bien, alors, bon, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, parce qu'il y a encore des personnes qui me connaissent pas, et c'est tant mieux. Donc, moi, je suis Thierry Mort, je suis le président du groupe Aéropixie. Alors, je vais vous présenter en deux mots, quand même, vite fait, le groupe Aéropixie. Alors, le groupe Aéropixie, si vous préférez, c'est géré par moi-même en tant que président du groupe. Et il y a, à l'heure actuelle, il y a 7 sociétés qui sont regroupées au sein du groupe. D'accord ? C'est géré aussi enfin, c'est financé plus exactement par un fonds d'investissement familial qui est donc mon fonds d'investissement, qui s'appelait avant Cadron Invest et qui aujourd'hui s'appelle TMK Finance parce que Cadron, ça existait déjà. Donc je ne le savais pas quand j'ai fait ça. Ce fonds d'investissement, il finance aussi aujourd'hui maintenant donc Pixie Édition, puisque certains ont pu voir que j'ai édité un livre dernièrement, donc du coup je suis devenu auto-éditeur. Et ça finance aussi la web radio Fréquence Drone, puisqu'on est en train d'enregistrer cette conférence pour qu'on puisse la repasser sur la web radio, puisque cette web radio est essentiellement orientée vers toutes les activités drone et tous les professionnels du drone. Voilà. Donc je ne vais pas faire le détail de toutes les sociétés, mais sachez que dans chacune des sociétés, j'ai investi donc de l'argent, puisque je détiens au minimum 34% du capital de chacune d'entre elles, et pour certaines, ça va jusqu'à 51%. D'accord ? Donc j'investis pour que c'est pas un réseau, c'est pas des gens qui sont des partenaires ou des gens comme ça, c'est vraiment un réseau d'entreprises. Donc vous retrouvez peut-être des noms que vous connaissez là-dedans, par exemple pour le CEFAT, qui est le centre de formation des activités télépilotées. Vous avez Rémi Semidei qui est en Corse, qui est Frenchy Drone, par exemple. Vous avez Benoît Lacaze qui est en bas, la société aérotique, qui est donc actionnaire aussi de la société. Gérald Goulard pour Fly Academy, etc. Donc ce sont des personnes qui ont déjà des centres de formation et qui sont venus investir dans la société pour qu'on puisse faire ça. Voilà. Bon, après, on a des sociétés comme Pixides qui sont des sociétés à but statistique. Statistiques, audit, conseil, on fait des analyses après accident, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter un peu tout ça. Donc ceci étant expliqué, bon, l'ère des drones. Pourquoi l'ère des drones ? Parce que depuis maintenant une dizaine d'années, le drone s'est un peu démocratisé. Il y a plusieurs filières drone aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule filière drone, et ça se développe chaque jour un peu plus. Donc, et ça conduit de plus en plus de personnes à vouloir devenir télépilote de drone. Alors je fais juste une aparté quand même, c'est que le drone, pour moi, ça n'est qu'un outil, ça n'a jamais été un métier. Et le fait de savoir piloter un drone, ça s'appelle une compétence, ça ne s'appelle pas un métier. Encore une fois, je le redis à chaque fois, prétendre détenir un titre professionnel au bout de 5 jours de formation, ça ne s'est jamais vu. Voilà. Même le plombier du coin, il a passé au minimum 1 ou 2 ans d'études, et voire même souvent 3 ou 4 ans d'apprentissage. Et nous, on a la prétention de dire qu'en 5 jours, on vous a fait de vous des professionnels. Donc non, il faut revenir à la réalité. Comme je dis souvent, je prends l'exemple du commercial. Un commercial dans une entreprise, son métier, c'est de vendre. Par contre, quand il va aller voir ses clients, il a besoin de sa voiture. Et pour ce faire, il a passé de la théorie, ça s'appelle le code de la route, et il a passé de la pratique, ça s'appelle de la conduite. Et avec ça, il va voir ses clients. Mais ce n'est pas un chauffeur professionnel, ce n'est pas un pilote de rallye, ça reste un commercial. Et il utilise un outil qui s'appelle la voiture pour aller voir ses clients. Et bien le drone, c'est la même chose. Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre énormément de choses. Alors, encore une fois, à l'époque, j'étais président d'une autre association et j'avais essayé de voir auprès de l'INSEE pour faire reconnaître le titre professionnel de travailleur aérien télépiloté. Donc j'avais contacté l'INSEE pour obtenir un code NAF. Donc on n'a jamais réussi à l'obtenir. J'avais demandé le soutien de la DESA qu'on n'avait pas obtenu et il fallait à l'époque avoir au minimum 15 000 personnes regroupées pour pouvoir prétendre à inscrire ce titre au titre des codes NAF auprès de l'INSEE. Ça ne s'est pas fait. On va réouvrir à nouveau bientôt au niveau de l'INSEE. Il faudrait que les associations se regroupent pour dire enfin, écoutez, nous, on voudrait au moins ce titre-là, parce qu'au moins, on commencerait à avoir une véritable reconnaissance. Et on pourrait parler cette fois-ci d'un titre professionnel et former des gens à ce titre professionnel-là. Donc, ce ne serait pas si mal que ça. Alors, les orientations professionnelles du drone, parce que puisqu'on parle d'analyse sectorielle, de données sectorielles du drone, il existe quand même des gens qui travaillent dans le drone avec des compétences professionnelles. Bon, la plupart des télépilotes, on va dire à peu près 62%, sont actuellement multi-compétences, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres compétences que celles de télépilote de drone. Et c'est heureux, parce que sans quoi, on aurait un peu de mal. Parmi ceux-là, on va se retrouver avec 18% à peu près, un peu plus de 18% qui sont tournés vers la formation. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais trouvé de travail, donc ils sont orientés pour dire on va monter un centre de formation. Donc ça, c'est un peu le gros du problème là-dessus, parce que sans compétence, vouloir transmettre un savoir, ça devient difficile.
Et 20%, on va dire, pour arrondir les chiffres, donc formés donc, aux différents scénarios, travaillent dans différents secteurs tels que la captation de données pour tout ce qui est construction, commerciaux, développeurs, vente et assurance. Mais ça reste une très faible partie. Et pourtant, c'est là-dedans où il y a le plus de boulot. Alors, la répartition géographique et démographique en fait, des activités drones, c'est une étude que j'ai réalisée en septembre de l'année dernière, donc qui est en train d'être réactualisée en ce moment, et qui définit que cette étude elle a été faite sur une base d'environ 13 000 télépilotes. Je détiens une assez grosse base de télépilotes, et donc on a essayé de voir un peu quelles sont les activités. Alors vous avez un graphique ici qui va vous redonner en gros les répartitions par ville, mais on s'aperçoit que quand on va voir par exemple que sur l'Île-de-France, c'est là où on a le plus de télépilotes, enfin toujours pareil, données septembre de l'année dernière, c'est là où on avait le plus de télépilotes. Par contre, si on regarde sur l'Île-de-France et on les ramène le nombre d'exploitants par rapport aux habitants, c'est là où on en a quasiment le moins. Donc voilà, donc il faut quand même raison garder le nombre de télépilotes par le nombre d'habitants et les possibilités de travailler, puisqu'en fait c'est ce ratio-là qui est intéressant quand on veut travailler avec un drone. Les types de prestations, donc là on va vite s'apercevoir que la captation reste quand même le travail majeur que l'on a dans le drone. Donc c'est là où les gens se tournent le plus possible dès le départ pour aller travailler avec les drones. Pour autant, il y a d'autres activités qui peuvent être intéressantes et des activités qui aujourd'hui se développent de plus en plus, notamment des activités dans le domaine agricole ou dans des domaines de la sécurité. Donc de plus en plus, on commence à avoir des personnes qui s'intéressent à d'autres domaines que le simple fait de capter des données, qu'elles soient des données photos, vidéos ou des données brutes, type données à partir de LIDAR ou d'autres choses. Ensuite, la production professionnelle. Donc, tout ce qui est production professionnelle, on va s'apercevoir d'une chose, et ça a été vraiment sur cette analyse que l'on a réalisée. On s'aperçoit qu'un peu plus d'un tiers des activités ne font que moins de 50 heures de vol. Donc, c'est quand même assez paradoxal, parce que quand on entend les centres de formation vous dire que c'est génial, on va devenir ultra riche en devenant télépilote de drone, la plupart des personnes interrogées nous disent moi, je ne fais pas plus de 50 heures de vol par an, quoi. Donc ça, c'est impressionnant. Et si on regarde dans ceux qui font de 50 à 100 heures, en fait, on s'aperçoit qu'on a les 2 tiers entre 0 et 100 heures de vol. C'est impressionnant, parce que ce n'est pas avec ça qu'on fait un métier, ce n'est pas avec ça qu'on nourrit une famille. D'accord ? Et même si on la vend à 1 500 € de l'heure, parce qu'en gros, pour arriver à s'en sortir, c'est à peu près ce qu'il faut aller faire, on ne vit pas, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc ça, c'est très important de savoir. Et quand on commence à regarder un peu l'activité des drones et qu'on rentre vraiment dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que la simple activité de télépilotage et de captation de données. Alors, c'est pareil dans les types de vols. Une fois qu'on a vu la répartition géographique, la répartition démographique. Lorsqu'on a vu le type d'activité, on va essayer de regarder quels sont les types de vols. Et la plupart des télépilotes de vol volent en scénario, on va dire tout ce qui est le vol en vue. Bon, maintenant, dans les vols en vue, on va voir de quel type de vol on peut avoir. Quant au vol hors vue, pour ceux qui travaillent en vol hors vue, il y a eu aussi une répartition qui s'est faite. Parce qu'il y avait ceux qui volaient en hors vue, mais dans la réglementation type S2, et ceux qui volaient hors vue en réglementation grande élongation, c'est-à-dire anciennement ce qu'on appelait le S4, qui n'avait pas vraiment de limite au-delà. Et aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, et on en parlera tout à l'heure avec les questions que vous pourrez me poser, cette partie-là, elle est quand même mal comprise aujourd'hui dans la nouvelle réglementation. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir comprendre. Et dans la nouvelle réglementation, on a aujourd'hui tout ce qu'on appelle les PDRA, les SORA ou les LUC. Et je ne parle pas des cross-borders qui s'appellent au niveau de l'article 13 de la réglementation. Les situations professionnelles, là aussi on a des disparités. Alors j'en discutais, je ne sais plus avec qui ce matin, mais c'est quand même assez impressionnant qu'il n'y ait pas plus de femmes dans le domaine du drone. D'abord et d'un, parce qu'elles ont des capacités qui sont très intéressantes. Quand on forme des femmes, la gente féminine au drone, on s'aperçoit qu'elles ont des capacités bien plus intéressantes que certains hommes. Alors, je ne sais pas si chez nous c'est le problème de testostérone, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est la réalité. Et on s'aperçoit qu'entre 16 et 24 ans, la répartition est à peu près équilibrée. Par contre, plus on va dans l'âge, moins on voit de femmes dans le secteur. Et c'est quand même assez impressionnant parce que, encore une fois, elles ont des compétences qui sont très intéressantes et une certaine prudence que les hommes n'ont pas. Alors, peut-être vous avez pu lire pas mal de posts sur moi ou pas mal de gens qui sont un peu contre mes idées arrêtées sur la formation. Mais la formation, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est ce qui nous permet de comprendre l'espace aérien, ce qui nous permet de voler en sécurité, aussi bien pour nous,
ça, c'est déjà une première chose. Mais pour les autres, c'est-à-dire pour les tiers et les biens. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si jamais on a un drone qui est en déperdition, comment on fonctionne? Encore une fois, un drone, il n'y a personne à bord. Ça, on ne peut le tenir que par une radiocommande, donc à distance. Mais comme on n'est pas dedans, bon, je suis un ancien pilote, donc je peux dire une chose, c'est que quand notre avion est en perdition, on apprend à aller le poser à des endroits où le mettre, il y a le moins de personnes possible pour faire le moins de dégâts possible, que ce soit au niveau des tiers qu'au niveau des biens. Avec un drone, c'est pas possible. Une fois qu'on a perdu la liaison avec le drone, il va aller là où il veut et là où il peut. Et ça devient assez dangereux. Et ben, cette formation-là, on s'aperçoit qu'elle est très mal distribuée parce que en fait, on va s'apercevoir que la grande partie les 2 tiers ont une formation de niveau 5 et de niveau 4 ou de niveau 5. Alors, je rappelle que niveau 4 et 5, c'est les baccalauréats, les DTS, les BTS, etc. Il y en a de moins en moins, je dirais, sur des hautes études. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous dit que les niveaux 3, CAP, BAP, il n'y en a pratiquement pas. Si on regarde bien, c'est relativement peu. Pour autant, quand on va regarder les difficultés rencontrées, on s'aperçoit que soit on a vraiment baissé le niveau du bac et des niveaux supérieurs, soit il y a un vrai problème. Parce que le niveau de compréhension, aussi bien de la réglementation que des activités qui sont connexes, comme le commercial, la réglementation, la communication, la gestion d'entreprise ou le télépilotage, cette difficulté augmente avec le niveau initial de connaissance. Et plus on se retrouve avec des niveaux de connaissance de niveau 3, c'est-à-dire de niveau relativement bas, CAP, BEP, plus cette difficulté est importante. Et ça, c'est vraiment très, très important de voir. Là où on a le plus de difficultés dans les niveaux d'études bas, ce sont sur toutes les activités commerciales, ce qui est un peu logique. Par contre, en télépilotage, c'est assez équilibré. Donc là, quel que soit le niveau d'études, on est à peu près équilibré, parce que le télépilotage en lui-même, c'est une compétence, on va dire, un peu tactile. On va dire, on le ressent, le pilotage. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de la réglementation, parce que la réglementation, c'est le sujet du moment. On termine une première période de transition, qui s'arrête au 31-12 de cette année, et on va en démarrer une deuxième. Donc la première partie de la transition, c'est quoi? C'est qu'au 1er janvier 2024, les scénarios nationaux s'arrêtent pour les nouveaux télépilotes. Alors je précise bien doucement pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ceux qui vont passer leur nouveau certificat, à partir de janvier 2024, ne pourront pas exercer à titre indépendant en tant qu'exploitant s'ils se déclarent à partir du 1er janvier 2024. Pour autant, on pourra continuer à les former aux scénarios nationaux. C'est un peu difficile à appréhender comme ça, jusqu'au 31-12-2025, s'ils travaillent pour le compte d'un exploitant en qualité de salarié. D'accord? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 31-12 de cette année, si vous avez obtenu votre certificat d'aptitude théorique de drone en temps et en heure, et que vous avez passé votre attestation pratique et que vous êtes déclaré en tant qu'exploitant, vous allez pouvoir continuer pendant 2 ans à exploiter des drones, pour autant que ces drones aient été mis sur le marché avant 2024. D'accord? Même s'ils ont été rachetés d'occasion en 2024. Par contre, si vous n'avez pas pu, ou si vous avez raté votre examen théorique avant le 31-12 de cette année, vous pourrez le repasser l'année prochaine, avec cette possibilité, soit d'être dans les scénarios nationaux pour être salarié d'une entreprise, soit si vous voulez être exploitant, il faut que vous soyez déclaré exploitant avant le 31-12 de cette année. Et c'est là où l'ambiguïté est assez difficile à comprendre, c'est que si vous pouvez vous déclarer en tant qu'exploitant parce que vous savez que vous allez exploiter sous les scénarios nationaux, faites-le même si vous n'avez pas encore votre formation théorique et pratique. Un exploitant, ce n'est pas un télépilote. Les mots sont importants, d'accord? Les 3/4 des personnes confondent exploitant et télépilote. Ce sont 2 notions totalement différentes. Je prends souvent, pour exemple, Air France. C'est un exploitant aérien. Le PDG d'Air France n'est pas forcément un pilote de ligne, même s'il l'a été. Mais pour autant, on va dire que pour les télépilotes, c'est la même chose. Une exploitation, c'est celui qui détient les drones. Un télépilote, c'est celui qui les télépilote. 2 notions différentes. Donc vous pouvez très bien vous déclarer en tant qu'exploitant, là tout de suite, si vous en avez envie. Et pour être exploitant, faut-il encore avoir des drones? Et c'est là où ça va se compliquer un peu, parce que pour avoir des drones, faut-il pouvoir en avoir Donc soit on les a achetés, soit on les a loués, soit on nous les a prêtés. Il n'y a aucune distinction qui est faite là-dessus. Il n'y a pas besoin de discuter dans un sens ou dans un autre. Je vais voir mon centre de formation, je dis, écoute, est-ce que je peux mettre ton drone de la formation, est-ce que je peux le mettre sur mon annexe et sur mon attestation d'exploitant? S'il est d'accord, vous êtes exploitant de drone, tout simplement.
Et vous allez exploiter ensuite le drone plus tard. Et ça va vous permettre d'aller jusqu'à la fin 2025. Par contre, si jamais vous n'avez pas fait tout ça, 1er janvier 2024, vous êtes dans l'obligation absolue, soit de travailler dans la catégorie ouverte, soit de travailler en national pour le compte d'un exploitant qui, lui, a été déclaré avant le 31/12/2024. J'espère que c'est clair, on verra pour les questions tout à l'heure, mais c'est quand même très important. Alors, la fin de la transition, on en a parlé. Donc la fin de transition, il faut savoir quand même, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur le sujet, mais la transition, elle a commencé en 2019. D'accord ? 1er juillet 2019, ça a été le démarrage de la réglementation européenne. On a eu le Covid, donc effectivement, le Covid nous a fait décaler une première fois. Donc ça devait être 2020, c'est passé à 2021. Puis de 2021, on a vu qu'on n'était pas prêt, que les laboratoires n'étaient pas prêts pour certifier les drones, donc on a amené à 2022. Et puis 2022, on a dit, bon, il y a encore un petit truc, donc on va la pousser jusqu'au 1er janvier 2024. Maintenant, c'est fini. Même les constructeurs nous ont dit, arrêtez, parce que nous, il faut qu'on vende nos drones, on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Et puis de l'autre côté, on avait les télépilotes qui nous disaient, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait plus à quel sens vouer, on ne sait pas comment on va être formé, on ne sait pas comment on doit être formé. Donc aujourd'hui, on a dit, voilà, 31/12, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon, vous n'avez plus le droit de pouvoir être considéré comme un exploitant drone scénarios nationaux à partir du 1er janvier 2024. Voilà, c'est aussi simple que ça, sauf si vous êtes salarié pour le compte d'un exploitant qui est déjà enregistré. Ensuite, on va aller de 2024 jusqu'à 2026, enfin 1er janvier 2026, et là, par contre, on va avoir la disparition totale de tous les scénarios nationaux. C'est-à-dire que le 1er janvier 2026, soit vous êtes sous les scénarios européens open ou spécifiques, soit vous n'êtes pas. C'est aussi simple que ça. Donc il va falloir pour tout le monde repasser la certification du télépilotage de drone européen. Et ça, c'est une obligation. Et cette attestation, qui va s'appeler par exemple pour l'open, généralement c'est le A1, A2, A3. Pour la partie, on va dire, spécifique, c'est le CATS, donc certificat d'aptitude théorique spécifique. Et ça, vous serez obligé de le repasser de toute façon tous les 5 ans. C'est dans la réglementation européenne. Donc ça, vous n'y couperez pas. Donc de toute façon, qu'on ne râle pas, parce qu'il y en a beaucoup qui râlent en disant « mais moi, j'ai mis 3 500 € pour ma formation, et puis je me retrouve aujourd'hui dans l'obligation de le repasser ». De toute façon, vous serez obligé de le repasser, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est quand même très important à voir là-dessus. Alors, on a toutes les exigences qui sont quand même mises sur les EASA. Bon, je sais très bien que nous, Français, on a du mal avec l'anglais. Par contre, je vais vous donner un scoop. Il y a un petit logiciel qui est très, très simple, qui s'appelle soit Google Translator, soit DeepL. Et ça vous traduit ça très, très bien, et c'est gratuit. Après, il y a des versions plus évoluées, bien évidemment. Donc, vous prenez l'élément directement sur les EASA, sur leur Lex, et vous récupérez le document, et on vous explique tout ce qu'il y a dedans. Donc, je sais que nous, Français, on a du mal avec l'anglais, mais on a aussi du mal à lire. Donc, alors, que nous dit l'arrêté espace ? Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Alors, j'ai appelé ça l'article 5, l'article de la discorde. Le 29 juin de cette année, on a reçu, pour les associations et ceux qui travaillent généralement avec la DESAC, on a reçu un document en nous disant, voilà, on a prévu de modifier l'arrêté espace du 3 décembre 2020. Alors, que disait cet arrêté espace ? D'abord, qu'est-ce qui concernait ? L'arrêté espace, c'est tout simplement un arrêté qui concernait la sûreté nationale. En aucun cas la sécurité et en aucun cas la réglementation liée à la DESAC. C'était un élément spécifique pour nous Français, et uniquement nous Français, pour permettre d'assurer la sûreté nationale. On avait peur des attentats, on avait peur des risques, et ces risques-là, ce sont des risques liés par rapport à des personnes qui pourraient utiliser de manière malveillante un drone. En aucun cas, si on a fait tomber un drone sur la voie publique. Ce n'est pas de la sûreté nationale, ça c'est de la sécurité. Donc, cet article 5, il a été modifié en disant qu'on a gardé l'élément de base qui était que l'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération. Je rappelle que l'agglomération est purement française aussi. Elle fait référence à un article qui s'appelle le R110-2 et qui est relatif au code de la route, qui définit ce qu'est une agglomération. Pour refaire simple, c'est le panneau à l'entrée, le panneau à la sortie, 50 mètres avant, 50 mètres après, et 150 mètres de distance de l'habitation la plus éloignée en latéral, distante elle-même de 150 mètres de la précédente. C'est ça qui définit une agglomération en droit français. Le droit européen dit, nous, on parle de zone urbaine. Rien à voir avec l'agglomération. C'est-à-dire que la zone urbaine, c'est tout simplement l'ensemble des lieux résidentiels, récréatifs, commerciaux, artisanaux. En général, il suffit d'aller chercher le PLU, on a toute l'information. Donc, on disait interdiction de voler sur l'espace public
dans l'agglomération. Et aujourd'hui, avec le nouvel arrêté espace qui a été proposé, c'est qu'on dit toutefois les vols à caractère professionnel, là j'ai un petit point sur lequel je ne suis pas d'accord avec le terme professionnel, mais on verra après, relevant de la catégorie ouverte, sont autorisés au-dessus de l'espace public en agglomération, en zone peuplée, et ces vols sont soumis aux dispositions de l'article 6. Donc j'ai mis l'article 6 à côté, c'est pas difficile, tous ceux qui sont télépilotes le connaissent par cœur, il suffit d'avertir la préfecture avec un CERFA ou avec Alpha Tango en disant je vais voler à cet endroit-là. C'est ça l'article 6. Donc il n'y a pas besoin d'épiloguer dessus. Mais en tout état de cause, l'article 5 nous dit que maintenant, on va pouvoir voler en catégorie ouverte sur l'espace public. Et ça, par contre, ça a mis un gros point de discorde chez nos amis des centres de formation. Parce que du coup, ils se sont dit, mais attends, nous, on formait des gens à coût de 3 000, 3 500 euros pour 5 jours. Maintenant, on peut le faire à 250 euros n'importe où en Europe. Moi, je perds mon chiffre d'affaires, ça ne va pas. Alors, ils se sont mis en colère, et ils ont raison, ils ont eu raison de se mettre en colère, mais ils ne sont pas attaqués aux bonnes personnes, parce qu'écrire à la Première ministre ou écrire au sénateur, on n'en avait rien à foutre, parce que derrière, la seule personne qui était vraiment impliquée là-dedans, c'est M. Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de discorde sur le sujet. Alors, pourquoi on a ouvert l'espace public à la catégorie ouverte ? Tout simplement parce que les statistiques que je vous ai montrées en début de ce workshop, c'est tout simplement que la majorité des gens volent en espace public aujourd'hui sous scénario S3 avec des drones de moins de 4 kg. Or, ça tombe bien, puisque dans la réglementation européenne, on dit que l'Open A2 permet de voler avec des drones de moins de 4 kg en espace urbain. Donc, pas de souci. Donc, c'est pour ça. Deuxièmement, le problème, c'est qu'on n'est toujours pas prêt en France pour pouvoir faire des formations au STS 01. Pourquoi ? Parce qu'on n'a déjà pas les drones en C5. Et je rappelle que pour former aujourd'hui un pilote en STS 01, il faut un drone C5. Donc déjà, on a un problème là-dessus. Donc tout ça va concourir au fait de dire, on est d'accord, on va vous permettre de voler en catégorie ouverte. Alors, on peut continuer à se battre parce que derrière, on n'est pas d'accord. Mais en attendant, on aura du mal à faire autrement. Et je ne parle même pas des catégories STS 02 qui sont en hors vue. Le problème, c'est le prix du drone en hors vue. Donc il faut que les centres de formation puissent investir dans des drones de classe, C5, C6, et qu'ils puissent en plus avoir des formateurs qui soient eux-mêmes déjà formés aux catégories STS, donc avec un CATS. Et là, c'est le problème qu'on a, et on en parle souvent avec la DESAC, c'est le vieux problème de l'œuf et de la poule. Parce que comment former quelqu'un au STS si nous-mêmes, on n'est pas STS ? Et qui va nous former à nous pour être STS, pour qu'on puisse former les autres en STS ? Donc voilà, c'est toujours le même problème. Alors, la formation de la catégorie ouverte, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, on me demandait, à un moment donné, on m'a dit, oui, mais est-ce que je peux avoir par conversion le BAPD ? Oui, jusqu'à la fin 2025. C'est-à-dire que tous ceux qui ont obtenu une attestation de compétences au télépilotage de drone théorique avant, si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était avant le 1er janvier 2022, peuvent demander la conversion. Donc ils l'auront. Mais cette conversion-là, c'est pour ça que j'ai mis les deux attestations l'une à côté de l'autre, cette conversion-là ne permet d'aller que jusqu'à fin 2025, c'est tout. Et en plus de ça, elle ne permet pas d'aller exploiter en Europe, elle ne permet de le faire que sur le territoire national. Encore que, dernièrement, il y a eu un bémol, on m'a dit que si, alors bon, mais en tous les cas, au début, ce n'était pas prévu d'aller en Europe. Et puis, on a le BAPD européen, qui depuis le 5 octobre est ouvert en ligne et qui peut se passer en ligne avec 30 €. Il suffit d'avoir déjà passé la formation gratuite A1, A3, de présenter sur son ordinateur chez soi avec une webcam, de se filmer sur tous les angles, de filmer le plafond, le sol et ses oreilles. Alors ça m'a fait marrer, mais enfin bref. Et à ce moment-là, on vous donne 30 questions pour lesquelles vous avez 1 heure pour y répondre. Et je vous garantis que si vous avez fait le A1, A3, vous en avez pour 10 minutes à faire l'exercice. Et là, vous avez votre A2. Et votre A2, il est parti pour 5 ans. Alors la question qui m'est souvent posée, c'est celle-ci, c'est de dire mais pourquoi je vais passer le CATT à ce moment-là, puisque derrière, avec le A2, ça me suffit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que derrière, passer le A2 aujourd'hui, ça peut être intéressant parce qu'il n'y a que 30 questions, alors qu'au 31-12-2025, il y en aura certainement 2512, donc il faudra peut-être les apprendre toutes. Mais le vrai problème, c'est à quoi ça sert ? Est-ce que j'ai investi dans un drone qui est déjà A2 ? Donc, c'est-à-dire qui est C2 en l'occurrence. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il faut pouvoir voir. Si c'est pour utiliser mes drones anciennement nationaux, à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine de tout de suite se précipiter pour faire son A2. Voilà. Donc il y a plein de questions. Et puis le A2 ne fera jamais du S2. D'accord ? C'est similaire à S3, mais c'est pas du S2.
Donc si vous avez l'habitude aussi de voler en S2, il vaut peut-être mieux avoir le CATT et le national pour encore quelques mois, voire quelques années. Enfin, au minimum de 2 ans. Voilà. Donc voilà, ça c'est important. Alors pour le A2 en BAPD européen, je vous assure, c'est très simple. Hein. J'ai fait partie des bêta-testeurs. Alors, j'ai fait exprès de faire des erreurs pour voir quels étaient les bugs. Et malgré tout, je l'ai réussi. Alors donc, c'est pour vous dire à quel point il est simple. D'accord ? Bon, il faut dire que je connais très bien la réglementation, donc je n'ai pas trop de difficultés là-dessus. Voilà. Un autre point qui est de discorde dans cette nouvelle réglementation pour la catégorie ouverte, c'est l'auto-formation. Donc, on parle d'auto-formation en nous disant c'est dangereux. Les personnes vont arriver, vont être auto-formées, donc elles vont se former chez elles à la pratique. Parce qu'on parle d'auto-formation pratique. Parce que la théorie, on peut très bien aller la passer dans un centre de formation ou on peut très bien l'apprendre. D'ailleurs, je précise que beaucoup de télépilotes formés aujourd'hui sont passés la théorie par drone exam. Ils ne sont pas allés dans un centre de formation pour le faire. Donc ça ne change strictement rien au sujet. Par contre, la formation pratique, je suis assez d'accord. Parce que la formation pratique, on acquiert des réflexes avec d'autres télépilotes qui nous enseignent. Le faire soi-même, on n'a pas forcément les bons réflexes. Je dirais que c'est un peu comme le permis de conduire. Quand on passe le permis de conduire, on peut très bien aller sur un circuit privé et conduire sa voiture avec quelqu'un qui nous apprend à côté. Mais si la personne n'a pas les bonnes compétences, etc., on va avoir des mauvais réflexes. D'ailleurs, les responsables d'auto-école vous demandent si vous avez déjà conduit, parce qu'on va vous dire qu'il va falloir abandonner vos réflexes. Et puis tous ceux qui ont le permis de conduire depuis des années, qui ont été obligés de repasser le permis, pour quelque raison que ce soit, ils ont des grosses difficultés à le repasser parce qu'ils ont acquis énormément de mauvais réflexes. Et on est à peu près dans les mêmes choses. Donc l'auto-formation, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais c'est ce qui est prévu au niveau de la réglementation. Autant pouvoir le faire. Et je rappelle aussi que tous les anciens télépilotes comme moi, on a tous débuté en auto-formation. Parce qu'à l'époque, on n'avait que l'ULM ou éventuellement la licence de pilote pour pouvoir devenir télépilote de drone. Et on n'a pas été forcément des fous furieux délinquants. Alors, est-ce que ça va être la mort des centres de formation ? Alors, si on les écoute, oui. Parce que là, ils sont tous en train de mourir. Mais si vous avez compris que télépilote n'est pas un métier, mais une compétence, et que vous transformez votre centre de formation de télépilote professionnel à formation de professionnel utilisant un drone dans le cadre de son activité professionnelle, ça change tout. C'est-à-dire qu'au lieu de former un télépilote professionnel à appuyer sur un bouton pour prendre une photo, on va former un photographe qui, lui, va utiliser un drone. On va former un topographe qui va utiliser un drone. On va former un géomètre qui va utiliser un drone. On va former un huissier qui va utiliser un drone. Ce sont des gens qui ont des métiers et on va utiliser métiers. Et puis ceux qui veulent être en reconversion, le boulanger, le charcutier, le mécanicien, enfin, c'est pas que je vais prendre ces professions-là, hein, mais qui n'avaient rien à voir avec l'utilisation d'un drone parce que dans son métier, il n'en avait que faire. Et si demain, il veut devenir photographe, on va lui faire une vraie formation de photographe, pendant le temps qu'il faut, et on lui rajoutera la compétence drone. Et ça sauve un centre de formation. Maintenant, si on veut rester en disant « mais moi, je ne fais que de la théorie de la pratique de télépilote de drone », ceux-là, ils sont morts, ça c'est sûr. Alors, les perspectives, bien évidemment, des centres de formation, elles sont multiples et variées. Il y a énormément de possibilités. Et le vrai problème aujourd'hui des centres de formation, c'est qu'ils ont bénéficié de deux phénomènes conjoncturels qui étaient importants. C'est en 2018, sur la loi du 18 mai 2018 qui obligeait la formation donc pratique, et sur la loi du 5 septembre 2018 qui permettait d'utiliser son CPF, donc avec la liberté de choisir son avenir professionnel. Le vrai problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que les deux s'arrêtent en même temps aussi, puisqu'on arrête la formation donc, au titre des scénarios nationaux, mais en plus de ça, il y a une réforme du CPF qui est arrivée en même temps. Donc autant ils en ont bénéficié en 2018, autant ils sont en train de la prendre en pleine figure en 2024. Ça va leur faire mal. Donc effectivement, il faut savoir redéfinir ces programmes de formation et pouvoir repartir sur des choses plus sereines. Voilà. Alors, quel métier enseigner ? Ça va dépendre de chaque centre de formation. Quelles compétences vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Si vous avez juste comme compétence de savoir télépiloter un drone et d'avoir appris par cœur la réglementation aérienne, vous allez avoir un peu de mal, c'est certain. Mais par contre, si vous avez des vraies compétences, si vous êtes un vidéaste pour, je sais pas, pour TF1, pour M6 ou autre, si vous êtes un professionnel de la photo, si vous êtes un géomètre, etc., vous pouvez vous reconvertir dans la formation, ça va rendre service à beaucoup de monde, il va y avoir pas mal de monde. Et puis il y a les nouveaux métiers qui arrivent avec le drone, la surveillance, tout ce qui est les métiers de la sécurité, les métiers agricoles aussi. Les agriculteurs sont en train de se former aujourd'hui, mais ils se rendent vite compte qu'il y a peut-être un intérêt à continuer à passer par des prestataires. Donc on peut se former peut-être aux compétences agricoles. Donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on peut aller.
Voilà, donc je vais arrêter avec cette présentation-là. Donc je ne sais pas combien de temps il va nous rester. Donc oui, donc j'ai fait une demi-heure, c'est bien. Donc ce que je voudrais surtout là maintenant, c'est vous donner la parole. C'est pour ça que j'ai voulu faire court et assez rapide, parce que je sais qu'il y a énormément de questions sur la réglementation. Et comme je travaille pas mal avec la DESAC, pour votre information, je suis l'une des 2 personnes qui avons travaillé sur le programme de formation à la française des STS, donc avec mon confrère Nicolas Quinstens, dans le groupe de travail pour la DESAC et au niveau du CDC. Et je suis aussi celui qui a travaillé sur les MANEX. Donc j'ai des connaissances un peu particulières sur le sujet. Si jamais vous avez des questions sur ces sujets-là ou sur la réglementation en général, ben, je suis à votre disposition. Oui, oui. Attends, on va vous donner un micro parce que comme en même temps on enregistre pour qu'on puisse le repasser sur Fréquence Drone, justement. Ok. Oui, donc en tant que télépilote et titulaire du CATT, donc je m'aperçois que je serais peut-être plus confronté à être en Open A2. Donc du coup, est-ce que ça a été un petit peu vite? Est-ce que vous pouvez me préciser ce qui est conversion en BAPD, etc. D'accord. Cette partie-là, ça a été un petit peu vite, je crois. Aujourd'hui, sur le site du ministère de la Transition et de l'écologie, il y a un document qui explique parfaitement ceci. Donc il suffit déjà d'aller là pour récupérer le guide. Ensuite, qu'est-ce que dit normalement ce document? Il dit que pour toutes les personnes qui ont été formées et qui ont obtenu leur CATT et leur attestation pratique avant on va dire, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est le 1er janvier 2022. Hein, mais bon, ça reste à confirmer parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Si on les a obtenus là, on peut demander tout simplement, on envoie son mail, on récupère le document de l'EASA, où il y a marqué dessus BAPD, et on remplit tout simplement ces informations. Et on l'obtient d'office. Il est reconnu d'office. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, il s'arrêtera au 31/12/2025, celui-ci. Parce que celui-ci n'a de valeur que de la période de transition. Par contre, si on veut obtenir son BAPD européen, celui-ci, il est simple. Il suffit d'ouvrir un... Alors, juste une précision là-dessus. Il suffit de s'enregistrer en tant qu'exploitant drone Alpha Tango en tant que personne physique. Si on est en personne morale, ça ne marche pas. Et là, on va faire sa déclaration, enfin, on passe son examen en ligne A1, A3 d'abord. C'est gratuit. Il suffit de le suivre et on peut le repasser autant de fois qu'on veut. Donc, tant qu'on ne l'a pas réussi, on peut le repasser. Et une fois qu'on a le A1 et le A3, on se présente au A2. Là, c'est pareil, c'est un examen en ligne. Il faut juste payer 30 € cette fois-ci. Et une fois qu'on a passé ça, là, on l'a pour 5 ans, par contre. Donc, c'était l'objet des deux attestations, puisque moi, j'ai eu les deux. Et comme j'ai été bêta-testeur, forcément, j'ai eu l'européen. Donc là, en tant que titulaire CATT, concrètement... Oui, le micro. Pardon. Là, c'est juste pour résumer, en tant que titulaire de CATT, autant terminer les 2 années en scénarios nationaux, S1, S2, S3, et après voir les scénarios qui nous concernent et éventuellement... Alors, entièrement d'accord, et je mets juste un bémol. C'est-à-dire que là, il est très facile aujourd'hui, le A2. Dans 2 ans, je pense que comme on aura un référentiel de questions beaucoup plus grand, il faudra peut-être avoir un référentiel de compétences plus grand. Voilà, c'est tout. Parce que là, aujourd'hui, franchement, je vous le dis très honnêtement, j'ai fait des fautes volontairement pour essayer, notamment sur des choses que je maîtrise parfaitement, c'est-à-dire les problèmes de conversion de vitesse ou autres. En tant que pilote, si on ne sait pas les faire, on a un peu de mal. Ou sur les problèmes de présentation sous le vent ou des problèmes de facteurs humains. Très sincèrement, il y a 30 questions et elles sont d'une simplicité sans nom. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, par contre, il faudra quand même réviser parce que dans 5 ans, il faudra passer le vrai. D'accord ? Mais voilà, c'est tout. C'est le seul bémol qu'il y a. D'autres questions ? J'aurais pensé qu'il y avait plus de questions comme ça que sur la réglementation. Oui ? Romain Dubois de R4D. En fait, là, j'ai passé mon CATT en 2023. Oui. Donc, du coup, ça veut dire que... est-ce que vous pouvez, pareil, me résumer un peu du coup ce qu'il faut que je fasse pour avoir le BAPD ? Alors, le CATD étant obtenu en 2023, est-ce que vous êtes devenu exploitant ? Oui, mais à titre de personne morale, du coup. Voilà, donc en titre de personne morale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut évoluer jusqu'au 31/12/2025 avec des drones considérés comme ayant une attestation de conformité au type mis sur le marché avant le 31/12 de cette année.
Donc ça, à partir de là, on peut se servir des scénarios nationaux jusqu'au 31-12-2025. Voilà. De toute façon, après le 31-12-2025, il faudra repasser les attestations de formation liées au titre européen. D'accord. Donc là, en gros, j'ai rien à faire avant 31-12-2025. Voilà, 31-12-2025, rien à faire. Il faudra s'y prendre un peu plus tôt, un peu plus à l'avance, parce que il y a toujours le problème des examens qu'il faut pouvoir passer en temps et en heure, et donc voilà. Mais disons que, allez, on va dire que jusqu'en fin juin de 2025, on est tranquille, et il faut commencer à s'y intéresser sérieusement, avec l'embouteillage qu'il va y avoir avec les effets de seuil, hein, c'est surtout ça aussi, donc voilà. Et du coup, là, il faudra repasser donc l'examen, et c'est pareil, c'est l'équivalent, enfin, c'est une formation qui sera à la hauteur du CATT. Oui, avec le bémol qu'il faudra savoir répondre sur les deux réglementations, donc la réglementation, la R945 et la R947, la R945 étant dédiée aux appareils, donc pour les classes, et la R947 étant sur tous les modalités d'application, tout simplement. Ok. Et donc là, ce sera, vous disiez, beaucoup plus de questions lors de l'examen. Ce sera plus comme le CATT, 30 questions en 1 heure. Les questions qui sont prévues, alors je peux vous le dire, puisque j'ai travaillé sur le programme de formation. En fait, pour tout vous dire, le programme, il existe depuis 2019. Hein. Il est dans la MC2 de la réglementation européenne. Donc, bon, c'est quand même assez facile d'aller le chercher. On va chercher le guide de la DSAC, pas de la DSAC, de l'EASA, sur Easy Rules. Et à ce moment-là, vous allez chercher la MC2 et vous allez trouver tout de suite le programme de formation. Il est en anglais. Mais bon, admettons que personne ne l'ait lu et que personne ne l'ait compris. Nous, on a remis un draft à la DSAC il y a à peu près 3 semaines maintenant. Ils ne peuvent pas répondre. J'ai eu encore la réponse hier avec Romain, donc on en discutait. Il ne peut pas me donner l'autorisation aujourd'hui de le dévoiler, mais il ne peut pas me l'interdire. Donc, je vais commencer à donner un petit coup de main parce qu'eux ne peuvent pas le dévoiler. Donc, mais à un moment donné, il faudra bien que les centres de formation ils soient un peu d'accord là-dessus. Le seul vrai problème qu'il va y avoir, c'est qu'il y a à peu près 40% de questions qui vont refléter la réglementation européenne. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, dans le concept, ce sera la même chose, mais dans les questions, il y aura à peu près 40% de questions européennes. Ok. Et le fait que je sois, en tant qu'exploitant en personne morale, oui. Vu que j'ai passé le CATT après 2022, en 2023, il n'y a pas de souci. Alors, pour le BAPD, c'est autre chose, parce qu'en 2023, alors, je crois qu'il y a une légère tolérance en ce moment, ils les acceptent quand même. Hein, mais ça, je ne peux pas le confirmer, donc on va le mettre en off. Non, par contre, ce qui est certain, c'est que passer le BAPD aujourd'hui européen, c'est d'une simplicité sans nom. Il faut simplement ouvrir un deuxième Alpha Tango. Parce que ça, je le dis parce que ça, c'est pas compris non plus par tout le monde. Et j'ai demandé à Benoît Pinon, qui s'occupe justement de ça au niveau de la DGAC, pour Alpha Tango. On est obligé d'ouvrir un deuxième Alpha Tango en personne physique parce que en fait, l'Alpha Tango personne physique permet d'attribuer le titre de compétence de télépilote de drone personnel, alors que exploitant, c'est la société. Ceux qui télépilotent les drones sont les personnes physiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième Alpha Tango. Et après, une fois qu'on a obtenu son titre, on peut le reconvertir à nouveau en personne morale, mais ça n'a aucun sens. Donc il suffit de le laisser traîner et puis c'est bon. À titre d'exemple, moi, pour pouvoir repasser donc, le A2, j'ai été obligé de recréer un Alpha Tango personne physique, hein, puisque moi je suis en personne morale. Et en fait, j'avais déjà un très vieux dossier qui était là parce que je suis aussi aéromodéliste. Donc, étant aéromodéliste, ça m'a retrouvé l'examen d'aéromodélisme que j'avais passé et ça me l'a reconverti. Donc, je me suis retrouvé avec à nouveau deux Alpha Tango à ce niveau. Ça pose aucun problème. J'ai juste 2 numéros de télépilote. Voilà. Enfin, 2 numéros, un de télépilote, un d'exploitant, pardon, excusez-moi. Ok, merci. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Bon, moi, c'est pareil, je me retrouve un peu dans ce que vous dites là, parce que je passe le télépilote professionnel la semaine prochaine, le CATT en novembre. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour que je puisse me déclarer exploitant, pour que je puisse utiliser évidemment des drones de catégorie qui sont aujourd'hui françaises, enfin, ou pas correspondant au STS. Donc, je voudrais savoir si je m'inscris en tant que sur Alpha Tango avec
la partie en tant que personne physique. Donc je peux. Il faut que je déclare un drone quand même. Alors, Parce que j'ai un vieux drone, mais bon, après. il n'y a pas de vieux drones, il y a des bons drones. Ça, oui, enfin, voilà. Alors, pour faire simple, bon, juste un bémol, si vous pouviez gommer télépilote professionnel, ça m'arrange. Oui, enfin, télépilote. Bon, voilà. Mais c'est ce qu'ils disent. Enfin, moi, Non, écoutez, mais c'était une boutade. Ok. Ceci étant, non, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour pouvoir être aujourd'hui déclaré sur Alpha Tango, on se déclare en tant que personne morale, en tant qu'entreprise, parce que c'est une entreprise, une personne morale, et en personne physique, soit à titre personnel, soit en micro-entreprise, puisque les micro-entreprises sont considérées comme des personnes physiques, puisque vous n'êtes pas une personne morale en tant que micro-entreprise, même si vous avez un code NAF, un code APE, etc. Et même si vous avez un numéro de SIRET. Donc là, si vous avez aujourd'hui votre CATT et que vous vous destinez à être une personne morale, c'est-à-dire avec un statut EI, SAS, SARL, enfin tout ce qui peut se passer, à ce moment-là, il faudra quand même que vous passiez, vous vous déclariez en personne physique et avoir donc une attestation d'exploitant en personne physique. Donc, il faut que je fasse de l'attestation physique. J'avais créé un Alpha Tango en début d'année parce que j'avais passé le A1, A3. Alors, je sais Oui, d'accord. pas si c'était l'européen ou quoi. Je sais pas. Le 1 A3 qui a été passé en début d'année, il est en personne physique. Voilà, je suis en personne physique. Donc, du coup, je continue en fait avec cette session-là. Voilà, pour passer le A2. Je passe le A2 et après, je peux me déclarer en tant qu'exploitant là aussi. Alors, de toute façon, en ayant l'attestation A1, A3 et A2 par la suite, on est de toute façon exploitant. Ah, d'accord. On est télépilote, personne physique, déclaré sur Alpha Tango, mais on est aussi exploitant. Ça reste une déclaration d'exploitant. C'est-à-dire que la personne physique génère et à la fois ce qu'on appelle le télépilote exploitant, qui a les deux. Ah, mais je me suis déclaré exploitant alors déjà. Voilà, tout à fait. Ah, oui, d'accord. Voilà. Bon. Donc et ça pose pas de problème. Par contre, si jamais demain vous avez une SAS, une SARL, une EI ou autre chose, là, il faudra vous déclarer en tant que personne morale. Et là, si je la déclare, je me déclare en tant que personne morale. Je pourrais aussi faire les scénarios S1, S2, S3, puisque je suis enregistré en tant que personne physique. C'est ça, tout à fait. Bon. Tout à fait. Encore une fois, même dans l'ancienne réglementation nationale, dite ancienne réglementation, il n'y avait pas de distinction entre professionnel et loisir. D'accord, je sais. Il y a eu une confusion au départ, mais ça n'a jamais existé. Ouais. Au début, on avait ce qu'on appelait le MAP, le manuel d'activité particulière, parce qu'en fait, on considérait les activités dites de loisirs, des activités dites professionnelles. Mais ça a été très vite abandonné parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Donc, on parlait d'activités particulières comme on l'a, par exemple, dans l'ULM. C'est-à-dire que quand on veut tirer des banderoles, par exemple, avec un ULM, on se déclare une activité particulière pour faire de la publicité aérienne. Voilà. C'est exactement la même chose dans le drone. Donc, il n'y a jamais eu de déclaration, sauf pour l'aéromodélisme. Oui, mais à l'inscription au CATD, de toute façon, ils mettent télépilote de loisirs. Il faut cocher télépilote de loisirs, en fait. Alors, télépilote de loisirs, c'est pour l'aéromodélisme. Voilà, mais c'est aussi par rapport au passage du CATT drone. Bon. Ouais, d'ailleurs, j'ai cherché si c'était bon, mais oui, effectivement, c'était bon. Et ça, il faut bien avoir cette notion-là, parce que, en gros, on peut avoir des personnes physiques qui utilisent à but lucratif, parce que maintenant on change un peu les termes aussi pour que ce soit bien compréhensible. Donc, à titre lucratif, ils peuvent utiliser un drone pour eux, pour leur plaisir personnel, et être soit avec du A2 pour éventuellement. Mais par contre, là, du coup, quelqu'un qui serait en personne physique à titre lucratif et qui veut faire du A2 sur l'espace public, avec le nouvel arrêté espace, ce ne sera pas possible. Voilà. Il faudra déclarer une activité. Alors, c'est pour ça que moi, je dis il faudra déclarer une activité commerciale et non pas une activité professionnelle. Oui, parce qu'en gros, ce que j'ai écrit au ministère de l'Intérieur quand j'ai donné mon rapport, j'ai dit, voilà, un boulanger, un charcutier, c'est un professionnel. S'il s'achète demain à la FNAC, il s'achète un drone, il est et professionnel et télépilote. Donc, il peut très bien envoyer à la préfecture en disant, voilà, je voudrais faire des photos sur l'espace public en zone urbaine, je veux faire des photos. Ben oui, mais pour quelle raison? Parce qu'un charcutier, il n'a pas besoin de faire des photos, mis à part peut-être de sa devanture, mais ça s'arrête là. Mais pour autant, ce n'est pas lui qui a une activité commerciale avec ça. Alors que quelqu'un qui en a fait une activité, un photographe qui en a une activité commerciale parce qu'il a besoin de faire des photos, par exemple pour un mariage ou pour n'importe quoi d'autre, ou pour la réfection ou pour une analyse de toiture ou quoi que ce soit, lui, c'est un professionnel, certes, mais il a surtout une activité commerciale de son activité professionnelle, ce qui n'a rien à voir avec le fait de l'utiliser à titre lucratif.
D'accord. Et pour l'acquisition des drones, on peut acheter des drones d'occasion ou des drones neufs en 2024 qui pourront servir au scénario S1, S2, S3 si on est exploitant. 2024, 2025, 2000. Parce que les C5, C6, c'est pas, si j'ai bien compris, c'est pas encore Alors, on d'actualité. va revenir sur le C5, C6, Ouais. mais je veux dire que ce soit 2024 ou 2025, on pourra utiliser des drones dont la mise sur le marché a été effectuée avant le 31/12/2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'il y avait aussi un gros dilemme là-dessus sur les drones d'occasion. D'abord, il y a ceux qui disent je ne pourrais plus vendre mon drone. Bon, d'accord. Oui. Et puis, il y a ceux qui disaient mais moi, je débute, je ne vais pas acheter un drone neuf, puisqu'on nous dit que de toute façon, je vais le cracher. Parce qu'en gros, c'est ce qu'on dit en général. On ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera. Donc, autant que je fasse mes premières armes sur un véhicule, sur un drone d'occasion. Même chose que quand on apprend le permis de conduire, c'est à peu près la même chose. Même logique. Ben là, du moment où il a été mis sur le marché et qu'il est vendu, par exemple, allez, on va dire le 15 janvier 2025, comme ça on est tranquille, on le met assez loin, ouais. Il sera valable parce que le drone aura été mis sur le marché avant le 31/12/2023. Après le 31/12/2025, qu'est-ce qui devient ce drone? Alors, soit il prend la direction de la poubelle, ça va quand même en faire râler pas mal, soit on va faire une déclaration de type PDRA. Puisqu'il avait déjà ces certifications dites homologation française, qui m'a toujours fait marrer parce que c'est absolument pas une homologation. Mais donc s'il avait ces certifications-là, s'il avait ces attestations de conception de type et de conformité au type, à ce moment-là, on pourra quand même continuer à l'utiliser. Alors la DSAC a dit pour la première année, pourquoi pas? Mais il ne faudra pas en faire une généralité. Mais on pourra continuer à les utiliser sous un PDRA. Un PDRA, c'est quoi? C'est une demande d'autorisation d'exploitation hors scénario. Donc, du fait qu'il ne peut plus rentrer dans les drones de classe, qu'il ne peut pas rentrer dans les scénarios européens, il est hors scénario. Donc, autant faire une demande. Et si le drone rentre dans ce qu'on appelle la catégorie SEI inférieur à 4, puisque jusqu'à SEI 3, aujourd'hui, on peut faire un PDRA sans aucun problème. Avant, c'était SEI 2, maintenant, on est passé à SEI 3. À ce moment-là, on va pouvoir arriver à utiliser ces drones encore pour une petite année derrière, le temps de faire. Bon, disons que d'ici 3 ans, quand même, les drones d'aujourd'hui ou d'avant 2020, avant le 1er janvier 2024, il n'y en aura plus beaucoup en circulation. Oui, ok, bon, merci. Et puis de toute façon, ils auraient théoriquement, pour les professionnels, été amortis. C'est 3 ans le maximum, hein, l'amortissement pour ce genre d'appareil. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, ça c'est évident. Mais merci. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Merci. D'autres questions? Moi, j'en aurais une, Thierry. Oui. Si aujourd'hui, je veux opérer en open, étant déjà exploitant télépilote depuis des années, comment procéder? Est-ce que ça a un intérêt et comment procéder? Alors, si tu voulais exploiter en open, déjà, tu peux le faire n'importe où en Europe. Ça, c'est déjà ça, puisque si tu as le A2, tu peux aller, le A1, A2, A3, pardon, on va le faire comme ça, tu peux aller n'importe où en Europe, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. En France, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'en France, le A2 n'est pas encore validé, puisqu'il ne sera validé qu'à partir du 1er janvier 2024, et le A1, A3 est autorisé, donc là, il n'y a pas de problème. Mais pour le A2, ce n'est pas possible pour l'instant avant le 1er janvier 2024. Et si on voulait faire du A2 en agglomération, tel que le titre du R110-2 le permet aujourd'hui, ça n'est pas possible de le faire aujourd'hui en A2 en France. On le ferait en S3. Voilà. Pas parce qu'on n'a pas les drones, tout simplement parce que c'est les effets de seuil. La réglementation, elle a dit que jusqu'au 31/12/2023, on est en national. Voilà. C'est tout, on ne peut pas faire autrement. Par contre, paradoxalement, un étranger qui viendrait chez nous pourrait le faire. Voilà, c'est un peu paradoxal. Voilà. Il ne pourrait quand même pas voler en espace urbain comme ça, hein, parce que bon, pour l'instant, on n'a pas le droit. Mais il peut venir voler en France avec son A2 tranquillement. Vous avez compris que le A2, c'est pour des drones de moins de 4 kg. Hein. D'accord. Oui. Au fait, ça répond à ta question. Oui, ça répond à la question, mais il y a un passage d'une conversion en ligne à faire, non? Oui, c'est sur le BAPD transitoire. Donc, voilà. Et est-ce que les outils de préparation de mission qu'on peut avoir des fonds de carte sur différents sites vont évoluer avec Alors, bien évidemment, aujourd'hui, les drone keepers, les ASD, enfin, les flyby et j'oublie Florent Menfroy, c'est Clearance. Voilà, j'ai oublié mon ami Florent, il ne faut pas exagérer quand même. Donc voilà, pour ceux-là, oui, ils sont en train de travailler dessus parce que bien évidemment, ils sont obligés de tenir compte de ces évolutions-là. Si la question concerne Géoportail, non.
Parce que Géoportail, il n'a jamais été prévu pour ça. D'accord ? Géoportail, c'est un référentiel qui est en 2D, qui ne tient pas compte ni des, des périodes d'activité, ni des limites réelles de vol de questions aéronautiques. Alors, on peut aller chercher Géoportail avec le fond de carte de l'OACI, qui est la carte VFR à l'heure actuelle, mais encore faut-il savoir la lire. Ça, on apprend dans le CATT, c'est l'avantage. Ah bon ? Oui. Pour certains, je suis d'accord. Là, j'avais une question pour revenir sur Alpha Tango. Donc, quand on aura le A1, donc si on passe le A2 et qu'on a déjà le CATT, il faut créer un second Alpha Tango. J'ai pas compris ça. Alors, sur l'Alpha Tango en lui-même, pour pouvoir passer la licence, parce que là on parle de licence maintenant, la licence A1, A2, A3, il faut avoir un Alpha Tango à titre personne physique. C'est une obligation, parce qu'on considère que c'est un télépilote, donc c'est une personne physique. Donc à partir de là, on a un Alpha Tango personne physique, et si on a une société, on a aussi un Alpha Tango personne morale. D'accord. Moi, je suis en auto-entreprise, donc je suis en personne physique. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est personne physique. Donc je peux utiliser le même Alpha Tango. Oui, sans aucun problème. Ça ne va pas m'écraser mes S1, S2, S3. Enfin, non, parce que S1, S3, non. Alors par contre, ça c'est quand même une bonne question. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2024, il va falloir faire un choix. Et donc il va falloir choisir de dire est-ce que je veux être 100% européen ou est-ce que je veux rester au titre national. Donc si je reste à titre national, je pourrais aussi utiliser de l'européen. Mais si je fais le choix du 100% européen, je ne pourrais plus revenir sur le national. Donc ça, par contre, c'est un choix à prendre en considération, c'est tout à fait vrai. Oui ? Tu envoies le micro là-bas ? C'est marrant entreprise individuelle, Thierry. Entreprise individuelle, c'est pareil, c'est le même Alpha Tango. Oui. Alors, les deux seuls qui me posent des questions pour l'instant, il y en a un au début de salle et un en fond de salle. C'est pour ça, je dis ça pour ceux qui vont écouter après la radio, c'est pour ça qu'il y a un certain laps de temps entre les deux. Je rebondis sur la question d'avant. Moi, c'est le contraire, vu que je suis en personne morale. Du coup, j'ai oublié ma question. Oui, je pourrais du coup faire les scénarios nationaux en personne morale et européens en physique, du coup, c'est ça ? Oui, alors si on a les deux, effectivement, qu'on s'est déclaré sur les deux, sur la personne physique, si on se met en personne physique, rien n'empêche de déclarer en scénario européen et de garder sur la personne morale les scénarios nationaux. Ça, c'est vrai, ça ne pose aucun problème. D'accord. Et j'ai acheté vu que j'ai créé la société en ce début d'année, j'ai acheté un Mavic 3 Enterprise, enfin bref. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ce drone-là, à partir de 2000, admettons fin 25 ou en tout cas courant année 2026, il sera plus homologué en tout cas pour pouvoir voler. C'est ça ? Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut d'abord voir, c'est que les Mavic 3, normalement, ont un rétrofit à l'heure actuelle pour passer en classe C2, si mes souvenirs sont bons. Donc, à partir du moment où ils sont classe C2, dès aujourd'hui et au-delà, 2025, 2026, 2030, ils resteront en classe C2. Donc ça ne pose pas de problème. Il y a juste un bémol sur le passage de classe, c'est est-ce qu'ils ont été rétrofités ou pas. Donc le Mavic 3, oui, mais il faut avoir chargé le firmware qui le transforme. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que le A2 ? Qu'est-ce que c'est que le C2 pour faire du A2 ? Il faut absolument qu'à l'intérieur du firmware, on puisse passer en petite vitesse, moins de 5 mètres secondes, pour pouvoir s'approcher à moins de 5 mètres des personnes. C'est ça le A2. C'est pour ça qu'on vous fait passer un examen supplémentaire pour vous faire prendre conscience qu'il y a des risques. D'accord ? Donc, si vous avez l'ancienne version et que la petite vitesse n'est pas limitée à 5 mètres secondes, parce qu'il y a une petite vitesse, mais elle n'est pas limitée à 5 mètres secondes, vous ne pouvez pas être à 2. Donc, il faut que vous ayez rétrofité. Une fois que vous avez rétrofité, on va vous envoyer l'étiquette que vous allez coller sur votre drone et vous serez donc en classe C2 et vous pourrez faire du A2. Tant que vous n'avez pas cette étiquette et que vous n'avez pas rétrofité votre drone, vous ne pourrez pas le faire. D'accord, merci. Alors j'en profite quand même pour parler du rétrofit. On n'a pas beaucoup parlé des rétrofits pour les classes C5 et C6 aussi. Il n'y a pas de rétrofit sur les C5 et C6, d'accord ? Bon, si vous voulez, on détaillera un peu plus tard. Par contre, il va y avoir des add-ons que l'on va pouvoir rajouter sur des classes C3 pour les rendre C5. D'accord ? Donc ça, c'est en cours d'évolution aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mise en conformité, pas la certification. Parce qu'une certification en aéronautique, ça a un autre sens. Il y avait une autre question ? Oui. Oui, j'avais une question à propos des
des aéronefs qu'on peut déclarer en tant qu'exploitant sur Alpha Tango. Oui. Est-ce que si on les déclare aujourd'hui, dans les scénarios S1, S2, S3, on pourra déclarer d'autres machines l'année prochaine, dans les 2 ans à venir? En Ou scénario nationaux ces machines-là? En scénario nationaux? Oui. Alors, est-ce qu'on pourra rajouter des aéronefs à la flotte, concrètement? Alors, oui, mais encore une fois, ça va être une adaptation qu'il va falloir faire. Déjà et d'un, pour pouvoir être dans les scénarios nationaux aujourd'hui, il faut avoir un MANEX. D'accord ? Donc, dans ce MANEX, on a déclaré les attestations soit de conformité, soit de déclaration du drone dans le MANEX. Donc, on peut avoir, par exemple, des Phantom 4, des Mavic 3, etc. On peut avoir toute une pléiade, voire d'autres types de machines, peu importe. Ce n'est pas un problème. On les a mis dans le MANEX. Je me retrouve maintenant en 2024, on va dire. Et là, je rentre un nouveau drone. Soit je l'ai acheté d'occasion et il a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2024, et auquel cas, ça ne pose pas de problème. Je le rentre dans mon MANEX et je reste toujours dans la même chose. Pour autant que moi, je me sois déclaré toujours sous les scénarios nationaux. Soit à ce moment-là, il n'est pas possible parce qu'il n'a pas eu son attestation de conformité. Alors je vais dire par exemple un drone qui aurait dû avoir soi-disant une homologation S2 et qui ne l'a pas eu. Par exemple, on va prendre un cas typique, c'est le Phantom 4 qui acheté avant une certaine date était S2 et après une certaine date l'était plus, notamment une date qui était datée au 2018. Si on achète ce drone-là et qu'on le met en 2024, qu'on le rentre dans notre MANEX, mais qu'il n'a pas eu de sa certification avec son attestation de conformité, il ne pourra pas faire du S2, même si avant il en faisait. D'accord ? Il faudra que le drone ait une attestation. Voilà, il faudra que le drone ait une attestation, en sachant que les dernières attestations, elles se font là maintenant. C'est-à-dire que si vous avez un drone que vous voulez valider en une attestation de conformité au type pour faire du S2, c'est maintenant. D'accord ? Parce que dans 15 jours, c'est terminé. Ils n'en veulent plus. Ils ont dit qu'ils ne les prenaient plus. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'on avait dit que c'était au 31-12. Hier soir, ça a été l'objet d'une discussion un peu houleuse, je dirais, entre la DESAC et un exploitant drone qui n'arrivait pas à comprendre en disant « mais moi, c'était au 31-12 et maintenant, je suis obligé de le déposer maintenant ». Ben oui, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Parce que de toute façon, déposer au 31-12, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de télépilotes qui vont faire des déclarations le 31-12 de conformité au type, je précise, parce que faire des déclarations de vol, je suis sûr qu'il y en aura, mais des déclarations de conformité au 31-12, aucun membre de la DESAC va travailler jusqu'à minuit du 31-12 pour vous faire la déclaration de conformité. Donc là, on est bien d'accord. Donc il fallait bien de toute façon mettre une date de fin. Donc voilà, si vous obtenez une déclaration de conformité OS2, là à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème. Après, dans une quinzaine de jours, ce sera fini, vous serez obligé de passer sur les nouvelles classes européennes. Et donc là, ce sera du C6, par exemple. Ce qui remplace le S2, c'est C6. Alors souvent aussi, on me pose la question, est-ce que j'ai intérêt à passer le BAPD A2 ou est-ce que j'ai intérêt à rester dans le CATT national ? La réponse, elle est très difficile à apporter dans la mesure où tout dépend de ce que vous allez faire. Par exemple, quelqu'un qui fait aujourd'hui du hors-vue, parce qu'il fait de la captation photogrammétrique et qui le fait aujourd'hui, par exemple, à 1000 mètres. De toute façon, le A2 lui permettra jamais de le faire. Quelqu'un qui fait du vol de nuit, le A2 ne lui permettra pas de le faire. Donc, autant encore rester sur la possibilité de le faire au national. D'accord ? Par contre, des personnes qui font juste de la captation photo ou vidéo traditionnelle avec des drones qui font moins de 4 kg et qui le font dans des endroits largement autorisés sans aucun problème, aucun intérêt de passer son CATT. Autant passer directement sur le A2 qui est beaucoup plus facile d'accès. Il y a encore une dernière catégorie aussi de gens qui me posent toujours la question de savoir est-ce qu'ils ont intérêt à passer un CATT, un CATS ou autre. Ce sont les agents de sécurité qui travaillent sous PDRA ou sous SORA. Sachez que quand vous êtes sous PDRA ou sous SORA, vous n'avez aucune obligation de passer une attestation de formation théorique ou pratique. C'est l'exploitant qui engage sa responsabilité et qui forme son personnel, notamment avec des drones de surveillance automatique, ce qu'on appelle les drones en boîte. D'accord ? Où on n'a plus un télépilote, mais un opérateur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un devant son ordinateur et qui voit directement tourner les drones et qui, en cas de problème, va appeler au secours tout le monde. Parce qu'en gros, c'est à ça que ça va se résumer. Donc, là-dessus, il est évident que du moment où on est en scénario hors... on est en demande d'exploitation hors scénario, il n'y a absolument pas besoin de satisfaire aux exigences de la DESAC, ni de l'EASA d'ailleurs. Autre point, à partir du moment où on fait du vol en intérieur,
on sort complètement du domaine de compétence du vol en espace public. Donc l'EASA et la DESAC disent, nous, on n'est pas compétents. Faites ce que vous voulez. Là, si j'avais envie de vous faire voler un drone au-dessus de vous, de m'amuser au-dessus de vous, je relève d'un autre article de loi qui est lié à la mise en danger de la vie d'autrui, mais rien à voir avec les textes de loi liés à l'aéronautique télépilotée. D'accord ? Et ça, par contre, beaucoup de télépilotes l'oublient ou n'ont pas été formés à ça. C'est-à-dire que dans les textes de loi liés au drone, c'est bien, vous les connaissez pratiquement tous. Par contre, tous les autres qui font du code civil, voire du code pénal, on les oublie. Je rappelle quand même que la mise en danger de la vie d'autrui, c'est du délit, voire du crime. S'il y a mort d'autrui, s'il y a un accident avec un décès d'un tiers, ça peut être mis non seulement dans la mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est considéré comme un crime. Et là, comme un crime, je vous garantis qu'il y a un gros problème. Parce que derrière, vous allez payer toute votre vie les personnes, même si vous êtes assuré. Parce que l'assurance, elle va se désengager complètement du système. Elle va dire, mais attendez, moi, vous n'avez pas respecté la mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez mis votre drone dans une situation où vous saviez pertinemment, ou même on pouvait supposer pertinemment que si jamais il tombait, il allait blesser quelqu'un. Donc vous êtes responsable, moi je me désengage et je ne fais pas. Mais s'il y a le décès de quelqu'un, après c'est la famille derrière, ou s'il y a une mutilation vraiment... j'ai été consulté dernièrement au titre de mes compétences pour des défilés de mode en intérieur. On voulait filmer en intérieur avec des Cinewhoop, c'est des petits drones qui font pas mal de vidéos, etc. Mais j'ai dit, c'est des mannequins. Allez-y doucement, parce que vous voyez le mannequin qui se prend un truc dans la figure, je vous garantis que là, vous allez le payer très très cher. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, il faut bien considérer tous ces éléments-là. Donc, il n'y a pas que les lois de drone. Il y a tout ce qui va autour. Quand on utilise un drone, on a plein d'autres textes de loi qui tournent autour. Moi, quand je rédige mes annexes, sur les annexes que vous avez, sur la première page, il y a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais une trentaine de lignes de tous les textes de loi qui sont en dehors du drone. Notamment les textes de loi sur les radiocommunications, les textes de loi sur la mise en danger de la vie d'autrui, des textes de loi... Enfin bref, on en a pléthore. Et ça, il faut les connaître aussi. Parce que si vous ne les connaissez pas, je vous rappelle qu'un télépilote qui utilise un drone, sa responsabilité est engagée dès lors qu'il le fait décoller. Donc vous êtes responsable. Même si le drone est tombé en panne pendant qu'il volait, c'est votre responsabilité. Et on la recherchera. Quoi qu'il arrive, on la recherchera. D'accord ? D'autres questions ? 15h01, c'est pas mal, non ? Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a terminé pour celle-ci. On va libérer la salle parce qu'il va certainement y avoir quelqu'un d'autre qui va prendre la suite. Merci à vous.